Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour Sarah. Bonjour Alexine. Alors aujourd'hui on va parler de la formation graphisme à l'EDA. Est-ce que tu peux nous présenter déjà rapidement l'EDA ? Alors l'EDA, c'est une école à distance. Ça fait bien plus de 10 ans que l'école existe. On est spécialisé dans les arts appliqués, donc le graphisme, l'illustration, la décoration d'intérieur, le design, mais aussi une préparation artistique et puis la formation photo. Voilà, plein de belles formations à découvrir. On a aussi la formation monteur vidéo. La formation monteur, tout à fait, et les formations TOSA. Tout à fait. Donc comment se déroule la formation graphisme à l'EDA ? La formation en graphisme, en fait, elle est pensée de manière progressive. Bon, ça c'est vrai pour toutes les formations. Elle est découpée en 4 phases. On peut la travailler sur 3 ans. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de se dire qu'on est accompagné par une équipe pédagogique pendant toute la durée de la formation. Donc ça, c'est précieux parce que quand on a une question, quand on a besoin de demander un conseil, il y a toujours quelqu'un qui est là pour écouter, aider, accompagner. Ça permet aux élèves de s'organiser comme ils le souhaitent parce que comme c'est vraiment à distance, ils peuvent travailler quand ils veulent. Concrètement, qui peut faire une formation graphisme à l'EDA ? C'est une formation qui est ouverte à tous les profils de personnes en fait, qui s'intéressent à l'image, qui est le graphisme de manière générale. La beauté des images, les belles couleurs, les jolies harmonies, voilà, les formes. Par contre, c'est vrai que c'est une formation qu'on recommande après un bac. Donc il faudrait idéalement le niveau bac. Pour pouvoir être à l'aise, parce que c'est une formation quand même qui nécessite de réfléchir, d'analyser, mais aussi d'argumenter quand on fait des notes d'intention, parce que c'est vrai que en fait, les choix graphiques qu'on va faire, ils sortent pas du chapeau. C'est vraiment inscrit dans une démarche. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la démarche créative quand on fait du graphisme. Et donc ça doit faire sens et ça doit pouvoir être expliqué au correcteur ou à l'équipe pédagogique. Parmi nos élèves à l'école, on a, c'est vrai, des profils très variés. On a des élèves qui viennent de terminer justement leur bac et qui se posent des questions pour leur avenir et qui ont envie d'intégrer une école d'art appliqué. Et donc ils suivent leur cursus chez nous. Et puis après, ils envisagent pourquoi pas de travailler dans le graphisme, alors ou en créant leur entreprise ou en intégrant un studio de création, voilà, une équipe dans la com, en agence, enfin voilà. On a aussi des personnes qui sont en totale reconversion professionnelle. Je pense à un en particulier qui était instituteur, qui a voulu complètement changer. Mais on a aussi des profils un petit peu plus inattendus. C'est très très varié. On a des mères de famille qui élèvent leurs enfants, mais qui ont envie aussi de développer un projet plus personnel et pourquoi pas, voilà, de se lancer ensuite à leur compte parce que ça permet une certaine flexibilité par rapport aux horaires et à l'organisation. Mais voilà, les profils sont vraiment très 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 variés. On a aussi des élèves qui sont pas à l'aise avec l'école, on va dire un petit peu classique en présentiel et qui se sentent plus à l'aise avec le fonctionnement de l'école à distance, de tous les avantages que ça peut apporter. Est-ce que tu peux développer un peu le format à distance, le fait que la formation elle soit flexible? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc la formation en graphisme, qui est pensée sur 3 ans, c'est vraiment fait sciemment, c'est pour laisser le temps de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir, développer les compétences qu'il y a à développer, parce qu'en fait quand on apprend un nouveau métier, il faut le temps de digérer quand même les informations. C'est pas parce qu'on a bien compris quelque chose sur la théorie qu'après en pratique on arrivera à mettre en place des conseils, des recommandations qui sont données dans les cours, ou en tout cas même quand on travaille certaines compétences, ensuite les mettre en pratique ça peut être un petit peu plus long, de bien réussir à faire tout ça. Donc c'est pensé sur 3 ans, aussi avec justement le fait de bien garder en tête que l'élève va pouvoir s'organiser comme il le souhaite en fonction de ses disponibilités. Ça laisse la possibilité de faire d'autres choses en plus de la formation. C'est surtout pour ça aussi qu'elle est pensée sur 3 ans. On a des élèves qui travaillent, on a des élèves qui poursuivent leurs études dans d'autres domaines parfois. Donc ça laisse une certaine flexibilité indéniable, avec la possibilité de travailler ou très tôt le matin, ou très tard le soir, ou pendant midi, enfin voilà. Surtout de s'organiser comme l'élève on a envie, quoi. Pouvoir vraiment travailler quand il le souhaite, aux heures où il le souhaite, pendant le temps qu'il souhaite. Enfin voilà, c'est vraiment ça, l'école à distance. Et après, l'équipe pédagogique
est disponible quand même sur une fourchette assez large, on va dire, de 9h à 18h, du lundi au vendredi, y compris pendant midi. Donc c'est vrai que ça laisse pas mal de possibilités pour nous contacter. Et vous, du coup, comment ça se passe au service pédagogique pour accompagner un élève ? C'est important d'en parler parce que c'est vrai que nous, on contacte les élèves pour leur dire déjà une première fois qu'on est là pendant toute la durée de leur formation pour les accompagner, répondre à leurs questions, etc. Mais ensuite, c'est vraiment aux élèves de nous solliciter quand ils sentent qu'il y a besoin. Ils ont besoin d'un petit coup de main, ils ont besoin d'aide, d'être accompagnés ou de mettre en place, pourquoi pas, un suivi personnalisé. Et dans ces cas-là, c'est vraiment à la demande de l'élève. Donc quand l'élève fait la demande, on va pouvoir lui proposer des rendez-vous récurrents et ça sera l'occasion d'aborder des points en particulier. Donc on aura identifié en amont avec l'élève en fonction de son souhait, ses objectifs, pourquoi pas, à court, moyen et pourquoi pas long terme. Et donc on met en place un suivi qui sera vraiment en réponse aux attentes de l'élève. Donc on s'adapte vraiment à la personne au bout du fil, finalement. C'est tout à fait ça. Et concernant votre équipe, l'équipe pédagogique, il y a les référents, mais il y a également les professeurs correcteurs. Est-ce que tu peux expliquer un peu les rôles de chacun ? Au quotidien, à l'école, dans l'équipe pédagogique, on a une équipe de référents pédagogiques qui est vraiment présente pour accompagner les élèves, répondre à leurs questions, les conseiller, les guider, relire avec eux l'énoncé, reformuler. Donc c'est vraiment la pédagogie comme on la connaît finalement. On a un petit peu, c'est ce que j'aime bien dire à chaque fois, mais je trouve ça mignon, donc je leur dis à chaque fois, on a un peu les petits anges sur les épaules des élèves. Voilà, on les aide à comprendre les choses, à décortiquer les informations, à reformuler si besoin, à vulgariser parfois les propos et à avancer, à se donner des deadlines, des petits objectifs pour avancer efficacement. Et on va donner des avis donc, sur les projets personnels, les vrais projets pro, voilà. Mais c'est vraiment à différencier de l'équipe des correcteurs. Donc les correcteurs, eux, ils travaillent depuis chez eux et ils corrigent les copies des élèves, donc ils mettent des notes et des commentaires aussi évidemment, mais il n'y aura pas de contact direct avec les correcteurs. Donc c'est vraiment une différence quand même notable. Les correcteurs sont là pour intervenir à un instant T sur une copie, donner des commentaires et mettre une note. L'équipe pédagogique accompagne les élèves au quotidien, ne met pas de notes, mais donne quand même des conseils et accompagne les élèves dans leur évolution et dans leur formation. À préciser quand même que l'équipe pédagogique qui est présente au quotidien à l'école, on est bien d'accord qu'elle est composée de professionnels du métier. C'est pas des personnes qui répondent juste au téléphone pour aider et accompagner sans savoir de quoi ils parlent. C'est des graphistes de formation. Est-ce que tu peux nous parler un peu des thèmes qu'on découvre dans la formation ? Alors, je vais quand même reparler des 4 phases parce que c'est vrai qu'elles ont été pensées comme ça et c'est assez logique finalement. La première phase, elle est consacrée aux bases. Donc tout ce dont on va avoir besoin pour commencer et pour pouvoir s'intéresser à ce métier en ayant tout ce qu'il faut pour bien se lancer. Donc ça comprend les petits croquis évidemment, alors on voit un petit peu de perspective parce que c'est important d'avoir des notions. La couleur, c'est un pilier quand on fait du graphisme. Et donc c'est très important de s'y intéresser et de bien comprendre comment ça fonctionne. La démarche créative, parce que ça c'est vraiment le gros morceau de cette formation et qu'on va utiliser tout au long du parcours et même bien après, et tout le temps. La démarche créative. C'est une partie intégrante du métier en fait. Voilà, c'est ça. C'est comment mettre en place des idées qui seront originales, inattendu, comment être dans la créativité, mais en même temps bien répondre au projet, parce qu'on doit répondre à une problématique, et ne pas avoir peur de cette fameuse page blanche, parce que quand on est créatif, il n'y a rien de pire que de se retrouver face à sa feuille, de ne pas savoir quoi faire, et de se dire j'ai une deadline pour dans
Je sais pas, moi, 3 jours, j'ai rien fait, je sais pas par où commencer. Donc quand on travaille les méthodes créatives de manière logique, en fait, hein, quand on structure sa pensée et ses méthodes de créativité, ça permet justement d'avancer, de savoir quoi faire et d'éviter d'être dans cette angoisse-là. C'est-à-dire qu'on met en place un processus et puis après, une fois qu'on est lancé, en fait, tout coule de source parce qu'il y a une logique et on suit des étapes. Ouais, c'est progressif. C'est tout à fait ça. Et ce que je dis souvent, c'est que dans ce métier en graphisme, quand on est graphiste, mais aussi créatif de manière générale, on n'a jamais de projet identique. On est tout le temps dans la nouveauté, on n'a jamais 2 projets pareils. Et donc ça peut faire peur parce qu'il n'y a pas de routine. On est tout le temps en train de découvrir finalement un nouveau projet, un nouveau contexte, un nouveau client, devoir vraiment s'imprégner et d'être dans la création. Mais on se rend compte quand même que dans notre façon de procéder, il y a une certaine routine qui s'installe. Même si c'est des clients très différents, même si c'est des projets très différents, on a une méthode qu'on applique, qui est plus ou moins la même finalement à chaque fois. Après, on est tous très différents, donc chacun va construire sa propre méthode. Nous, on donne des clés, on donne des idées sur la façon dont on peut fonctionner, on donne une sorte de méthode type. Mais après, chacun se l'approprie. C'est vrai qu'on est tous différents, donc on fait par rapport à soi et par rapport à son organisation. Donc voilà pour la première phase. La deuxième phase, c'est vrai que là, on va rentrer un petit peu plus dans la partie technique avec Photoshop, parce que c'est quand même un logiciel incontournable. Et donc, ça sera l'occasion de travailler un peu la créativité, de mettre en pratique aussi justement ce qu'on aura vu dans la phase 1 avec la démarche créative. Donc, allier logiciel Photoshop plus démarche créative. On commence un peu, bien sûr, la typographie, etc. Donc ça, c'est important. La partie, donc phase 3, c'est plus technique avec les logiciels de mise en page. On va rentrer un petit peu plus dans la partie, mise en page, structure, la technique, comment on fait un fichier convenablement, voilà. Et la phase 4, c'est vraiment plus professionnel. Comment je me lance dans le monde professionnel. Okay. Donc vraiment faire son book, travailler son CV, sa lettre de motivation et des projets professionnels évidemment. Donc pendant les 4 phases, il y a des devoirs et des projets professionnels. Et donc là, je fais un gros raccourci parce qu'en réalité, on aborde beaucoup de choses. D'ailleurs, oui, pour la partie logicielle, en phase 3, on voit Illustrator et InDesign. Je voudrais rebondir sur les devoirs et les cas pratiques, les projets professionnels. Du coup, il y en a tout au long de la formation? Parmi les devoirs, on a des projets professionnels. D'accord. En gros, les projets professionnels, comme on les reconnaît, c'est simple, ils sont en plusieurs parties. C'est pour ça, en fait, on les appelle projets professionnels parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc, on simule un vrai échange avec un client, un vrai projet, quoi. On donne un brief et puis après, il faut constituer tout le projet autour de ce brief. Sans trop rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous donner des exemples de thèmes qu'on retrouve dans les devoirs? Alors, par exemple, parmi les devoirs, les élèves vont travailler sur la réalisation d'une affiche, un flyer ou une affichette préventive contre la grippe, un carton d'exposition d'un artiste. Ça peut être bien sûr la réalisation d'un site web ou encore la création d'une identité visuelle. Donc c'est des sujets variés qui pourront utiliser pour mettre dans leur book, du coup? Absolument. Donc l'objectif, c'est effectivement d'avoir des projets intéressants à mettre dans le book, avec la possibilité bien sûr d'enrichir le book avec des projets plus personnels ou d'autres projets, sans aucun problème. Mais voilà, dans la formation, on voit des projets assez différents, assez variés, pour permettre aussi à l'élève d'essayer différentes choses et de développer ses compétences dans toutes les différentes parties qui peuvent concerner le graphisme. À l'EDA, on a la possibilité de faire un stage. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça peut se dérouler ou se mettre en place? Les stages à l'école ne sont pas obligatoires. Ils sont possibles et ils sont même recommandés quand on veut travailler dans le métier, parce qu'en fait, si on a l'occasion de faire un stage et qu'en plus
il se passe bien. C'est une ligne en plus dans le CV, c'est l'occasion de parler de cette expérience-là et de montrer aussi qu'une entreprise a déjà fait confiance une première fois. Donc c'est, on va dire, mettre un premier pied à l'étrier. Donc c'est quand même recommandé, conseillé. Par contre, on est vraiment attentif à ça, on les recommande plutôt fin de phase 2, début de phase 3. Pourquoi ? Pour avoir quand même un certain nombre de clés pour pouvoir travailler sur des projets intéressants. Parce que c'est vrai que si on n'a aucune connaissance, le risque, c'est qu'on fasse le café ou qu'on passe le balai, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on attend. Donc, d'avoir des compétences, déjà, quelques-unes qui permettent de travailler sur certains petits projets sympas et d'avoir l'occasion de montrer ce dont on est capable, de faire ses preuves et puis de travailler sur des choses intéressantes qu'on pourra mettre ensuite aussi dans son book, pourquoi pas. Donc l'EDA, c'est une école à distance, mais pas que, parce que parfois on va voir nos élèves en vrai et c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, donc équipe pédagogique et élèves, autour d'un événement. Alors ça peut être CPRINT à Lyon ou même encore Paris Packaging Week. Donc voilà, c'est des événements qui sont importants et qui sont reconnus dans nos métiers, mais on peut aussi se retrouver parfois juste pour faire des croquis et échanger autour de la formation, autour d'une thématique précise. Je pense aussi au workshop qu'on a déjà organisé, donc on a réuni même tous les graphistes à Paris pour les inviter à travailler autour d'un logo en groupe. C'était très chouette et forcément c'est l'occasion de remettre un petit peu de chaleur humaine. Voilà, c'est la vraie vie, les rendez-vous EDA, on se retrouve, on est content d'être ensemble. Les élèves peuvent échanger leurs contacts, donc c'est vrai que ça crée des liens, de se voir en vrai. La formation à distance, il faut quand même le dire, on peut se sentir un petit peu dans son coin, un peu seul derrière son écran. Nous, on se met aussi à la place des élèves. Et donc, quand ils peuvent se rencontrer, c'est l'occasion de tisser des liens, d'échanger entre eux, de se retrouver autour des problématiques qu'ils vont avoir, ou même juste avoir des affinités, avec des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, c'est vraiment chouette. Donc on est très contents. C'est vrai que ça nous permet aussi, même nous, au sein de l'équipe pédagogique, quand on a après les élèves au téléphone, de bien savoir qui ils sont, de créer des liens aussi particuliers avec certains d'entre eux, certaines d'entre elles, parce que le fait de les voir en vrai, ça nous rapproche aussi. C'est vrai qu'on aime tous le graphisme, donc nous aussi, dans l'équipe pédagogique, on est sensible à tout ce qu'on voit avec eux et tout ce qu'on découvre avec eux, donc c'est enrichissant pour tout le monde. Donc ça, je pense que c'est vraiment une force d'avoir ces rendez-vous EDA et ces rencontres élèves. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un peu des débouchés à la fin de la formation? Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? La formation, elle donne plein de clés pour découvrir plusieurs possibilités et je pense qu'en fonction de ce que l'élève aime faire, il va orienter aussi son objectif professionnel en conséquence. Donc c'est vrai que l'orientation qui sera prise dépendra beaucoup de ce que la personne a envie de faire, a envie de développer. Donc nous, on encourage énormément les élèves aussi à aller vers ce qu'ils aiment et à plutôt mettre de côté ce qu'ils n'aiment pas, parce qu'on va aller chercher aussi les forces. Donc les qualités des élèves, l'objectif c'est pas de faire rentrer tout le monde dans le même moule, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils puissent se révéler et trouver aussi leur voie. Et donc nous on accompagne aussi les élèves dans leurs projets, donc ça peut être la création d'une entreprise, mais ça peut être aussi, intégrer en tant que salarié une agence, un studio, de créa. Ou même, pourquoi pas, d'être maquettiste ou de travailler en imprimerie. Il y a énormément de possibilités. Oui, il n'y a pas qu'un seul chemin possible finalement. Ça dépend vraiment de la personnalité et des envies. Et puis aussi d'avoir conscience forcément des avantages, par exemple à être à son compte. Il y a aussi des inconvénients et on n'y pense pas toujours. Donc nous, on est là aussi pour montrer cette réalité-là ou faire le point avec les élèves, essayer de leur donner des clés pour qu'ils puissent faire les meilleurs choix en fonction de ce qu'ils ont envie de faire et de leur vie, leur parcours. Il y a aussi autre chose qui est important de souligner, c'est que parfois, en tout cas pour nos élèves qui sont en reconversion pro, ils ont déjà une belle expérience pro
par le passé avec des compétences qu'ils ont pu développer, qui va venir enrichir toutes les nouvelles compétences qu'ils vont développer avec leur formation au graphisme. C'est pas différent et c'est pas à séparer. En fait, ça se rassemble et ça se complète et ça forme un nouveau quelque chose. Et donc, ça donne des profils parfois atypiques, mais vraiment riches, avec des possibilités auxquelles on pense pas forcément, mais qui peuvent donner des choses très, très sympas. En fait, on ne doit pas mettre de côté qui on est, ou ce qu'on a fait par le passé, c'est en fait tout vient s'ajouter et enrichit en fait le nouveau parcours. C'est-à-dire que les qualités qu'on avait avant, on les garde et on continue de développer tout ça et pourquoi pas avec des nouvelles connaissances. Et donc c'est vraiment intéressant. Mais il faut faire par rapport à la personnalité, vraiment à ses envies, ses affinités, parce que on se révèle quand on aime faire quelque chose, c'est là où on se révèle et on s'épanouit. Si on se force, c'est plus compliqué. Donc trouver sa voie comme ça, c'est bien. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.